Bonjour Yambert Tillenon. Aujourd'hui, bonjour. Aujourd'hui, vous avez souhaité nous emmener devant cette porte du cimetière du Montparnasse. Oui. Alors, à quelle occasion? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, parce qu'il y a une dizaine d'années, j'avais rencontré Alain Delon et nous avons eu l'occasion de discuter un peu de la démarche artistique en général, en évoquant des souvenirs de banlieue sud, c'est-à-dire certains points communs que nous avions, puisque nous avons été élevés entre Bourg-la-Reine, La Île-et-Rose, Villejuif. Lui dans les années 40 et moi dans les années 50. Et c'était très sympathique de pouvoir évoquer des souvenirs des quartiers que nous avons connus ensemble, comme le parc de Sceaux et certaines bandes pas de voyous, mais de jeunes gosses de prolo de l'époque, entre Vitry, Chevilly-la-Rue et Sceaux, quand nous baladions pour faire la connaissance de petites copines dans le parc de Sceaux. Et vous vous étiez rencontrés ici au cimetière du Montparnasse? Oui, c'était à l'occasion, il y a une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années, c'était malheureusement l'enterrement de Valérie Lang, une jeune comédienne qui est décédée très tôt, trop rapidement, qui était la fille de Jack Lang, et avec qui Alain Delon était ami comme ami de Mitterrand, François Mitterrand, et comme il était ami de Jean-Marie Le Pen. C'est ce qui était très intéressant d'ailleurs, puisque ça démontre son esprit de tolérance fédéraliste, c'est-à-dire d'union des différences, des contraires même, dans ce que Mircea Eliade appelait la coincidentia oppositorum, c'est-à-dire de considérer que la vérité est paradoxale, au-dessus des considérations bassement politiques du monde matériel, et donc à partir du moment où on peut s'élever dans le spirituel, dans une démarche philosophique, transcendant les préoccupations purement économiques. Et je pense que Alain Delon, peut-être même de manière inconsciente, incarnait parfaitement une démarche de philosophe à la manière classique, c'est-à-dire de philosophie pratique, puisque nous avons eu l'occasion jusqu'à Kervreis de discuter un peu de nos expériences concrètes, et nous nous sommes aperçus que nous avions vécu un peu des choses semblables, puisque lui venait de la banlieue sud de Bourg-la-Reine, ouvrière, moi de Villejuif, La Île-et-Rose, les communes voisines, qu'ensuite il a été viré comme moi-même de pas mal d'établissements scolaires, à fréquenter des voyous, et qui s'est retrouvé dans l'armée, dans la marine, comme moi dans la Légion. Lui en Indochine, moi en Polynésie, surtout à Mururoa, ce qui me vaut l'honneur d'être handicapé maintenant, handicapé visuel à cause des poussières radioactives. Et lui, je crois qu'il s'était fait virer de la marine pour avoir volé une Jeep, comme il avait été obligé de s'engager pendant son service militaire dans la marine aussi, pour avoir piqué du matériel. Chacun son parcours. Mais comme je dis, c'est de la philosophie pratique et des expériences à vivre. D'ailleurs, ensuite, il s'est retrouvé à vivre à Montmartre et à Pigalle, comme j'ai vécu à Montmartre à partir de 1971, quand je travaillais à Place du Tertre, à vendre des toiles, des croûtes plutôt à des touristes américains.
et à fréquenter un peu la pègre de Pigalle, le monde des prostituées sur le boulevard entre Clichy et Barbès. C'était aussi tout un monde marginal, très intéressant à connaître. Un monde qui avait qu'on ne trouve plus maintenant, qui avait le sens de l'honneur, de la parole donnée, et qui savait se tenir, quoi. Qui savait se tenir dans la vie comme des gens forts, dominants, quoi. Comme ceux que j'ai rencontrés pendant mon séjour à la Légion étrangère, comme j'ai dit, à Tahiti. Il a découvert aussi donc le monde du cinéma, il me semble, à partir des années 60, à Saint-Germain-des-Prés, quartier que je fréquentais pendant les vacances chez ma grand-mère quand j'avais 6-7 ans. Et ce quartier qui m'a donné le privilège de fréquenter des galeries de peinture et un monde culturel très intéressant qui m'a beaucoup servi ensuite, tout en allant à la messe avec ma grand-mère à l'église Saint-Germain-des-Prés et en fréquentant le Flore, les Deux Magots. Il y avait un salon de thé avec les amis de ma grand-mère qui était une bourgeoise qui a vécu aussi le Bouton du Vernet, juste derrière le quartier Montparnasse, près de la mairie du 14e. Vous parliez du fédéralisme d'Alain Delon. Certains parleraient plutôt de mondanité, d'amitié, plutôt apolitique. Alors, quelle différence faites-vous, Yann Bertillon, entre le véritable fédéralisme philosophique et puis la capacité de sociabilité à fréquenter les uns les autres, mais sans véritable engagement spirituel? Je pense qu'Alain Delon incarnait très bien, de manière naturelle, cette démarche artistique et donc philosophique, et non pas simplement politicarde. Et il était au-dessus de ça, de manière, par son tempérament, et ayant acquis un caractère tolérant, de par ses expériences avec des gens très différents, quoi. Donc il savait fédérer les opposés. D'après ce que j'ai compris, bien que ne l'ayant pas fréquenté assidûment, mais simplement rencontré 2 fois. Du fait aussi peut-être de sa bisexualité, que de notoriété publique. De cela, il ne parlait pas. Mais à mon avis, oui, il avait peut-être eu des aventures à Montmartre et dans le milieu du showbiz. Ce qui est de notoriété publique, c'est très souvent du bobard, en temps de guerre comme en temps de paix. Cela dit, je vois pas pourquoi il n'aurait pas été un peu homo comme tout le monde. D'ailleurs, moi-même, effectivement, ça nous rapprochait. J'aurais pu, quand j'avais 13 ans, que je commençais à travailler occasionnellement à la gare de fret à Orly, j'avais eu des propositions ambiguës de Jacques Louvet, qui était réalisateur et qui avait séduit Maurice Caffarelli, qui travaillait avec moi, qui était un peu plus âgé, et qui l'avait fait tourner dans un film qui s'appelait Terrain Vague. Mais moi, j'étais pas du tout dans le genre à céder à ce genre de séduction, parce que je venais d'un milieu assez dur, dans lequel c'était vraiment un tabou insurmontable. Puisque mon père était plus ou moins ferrailleur, il avait un terrain de casse, il avait un garage, une fonderie à Villejuif. Et moi, je suis né dans le 13e, derrière l'usine Panhard. C'était pas un milieu de chochotte favorable à ce genre d'aventure précieuse
comment mais lui, peut-être que, effectivement, enfin de ça, il ne parlait pas. Mais moi, j'ai pas grand-chose à dire sur Alain Delon, de plus que ce qui est dit dans les médias, surtout en ce moment, à part peut-être cette complicité de souvenirs de quartiers que nous avions en commun, quoi. Et le fait d'avoir une démarche artistique différente, puisque moi je suis surtout dans la peinture et la sculpture depuis une soixantaine d'années, ayant commencé adolescent et même enfant, pour disons, supporter les contradictions d'un milieu scolaire qui ne me plaisait pas. Je me plaisais surtout dans les couleurs, les ciseaux à bois et les inventions multiples et variées à partir de matériaux différents comme de la ferraille et de la terre. Et aussi, il avait travaillé, m'a-t-il dit, dans les halles comme débardeur, comme moi-même quand j'avais 17-18 ans en 66. À l'époque, nous avions quand même 70-75 francs par nuit. Donc c'était très bien payé. Comme point de repère, les prostituées c'était 20 francs et la chambre c'était 10 francs. Rue Saint-Denis. Donc ça m'a permis aussi de connaître comme à Montmartre le monde des macros, des proxénètes et des gens qu'on dirait aujourd'hui peu recommandables selon la formule. Alors justement, je crois qu'Alain Delon faisait quand même bien la différence entre la pègre et les valeurs de la droite, qui lui étaient chères et qui sont toujours chères à ses amis comme Jean-Marie Le Pen, qui a lui aussi fréquenté des infréquentables. Mais je pense que ces hommes-là étaient capables de faire la différence entre le milieu et des valeurs, on va dire, nationalistes, qu'on retrouve chez les légionnaires. Oui, mais tout ça, on peut le résumer en un seul mot, c'est l'authenticité. L'authenticité d'une civilisation enracinée dans une culture très ancienne, puisque toute civilisation est d'abord culture, réalisation nouvelle à partir d'un enracinement culturel. Une civilisation regroupe toutes les différences qu'elle doit fédérer, justement, de l'élite spirituelle jusqu'à la pègre matérielle, matérialiste, puisque évidemment les voyous ils ont toujours les mêmes préoccupations que les bourgeois et même les grands bourgeois, c'est-à-dire l'appropriation et la richesse matérielle. J'ai cru comprendre effectivement qu'Alain Delon était très perturbé et contrarié par la disparition de la civilisation française suite à la colonisation des USA en Europe. La France devenant colonisée par un colonisateur occidentalo-américain, comme elle a été elle-même colonisatrice en Afrique ou en Indochine. Et bien justement, nous avions un peu évoqué cela, puisque lui était d'origine corse, il me semble, et du sud du Languedoc, je crois. Et nous allons parler de l'enracinement, comme nous-mêmes à Kervreis, en Bretagne. Oui, on avait échangé quelques mots au sujet de la colonisation
de la libération, c'est-à-dire de l'émancipation après l'occupation. Nous avions parlé brièvement de son pays d'adoption, la Suisse, confédération helvétique, comme un exemple pour la République fédérale française, pour une renaissance de la France par le réenracinement de tous ces peuples différents, afin d'en faire un modèle, un idéal pour l'Europe archéo-futuriste, et donc en finir avec le centralisme jacobin destructeur des peuples au service des USA et de la finance internationale. Et j'avais évoqué justement le problème des artistes qui, en tant que créateurs, dérangent toujours ceux qui sont accommodés collaborateurs, et non pas créateurs, collaborateurs de ce qui existe déjà. Et qui font souvent, ça on le remarque très souvent dans le mouvement breton qui se voudrait exceptionnellement révolutionnaire, entre guillemets, qui ne font que du placo-plâtre, c'est-à-dire du replaquage avec une peinture bretonne de ce qui se passe à Paris, c'est-à-dire maintenant de ce qui se passe aux États-Unis, puisque la France n'est plus qu'une colonie américaine par sa langue obligatoire des anglo-américains maintenant dans les écoles, et toutes les modes alimentaires, vestimentaires, cinématographiques, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conservateurs, par exemple, dans de nombreuses régions, comme en Bretagne, deviennent des singes pour singer les paysans, la société des paysans, qui n'existe plus. Donc, à défaut de créer, c'est-à-dire d'être des artistes, que ce soit dans le cinéma, la peinture, la sculpture, la couture, l'architecture, etc. Et ils veulent retrouver par nostalgie du passé, d'une société qui n'existe plus, qui a disparu, des modes, des us et coutumes des paysans du 19e siècle. Mais évidemment, ça n'intéresse que les touristes pour prendre des photos pendant les vacances. C'est un but folklorique. La langue bretonne moderne est la seule à être vraiment intéressante, puisqu'elle a regroupé les 4 grands dialectes aujourd'hui en voie de disparition, puisque les communautés paysannes qui l'employaient sont quasiment totalement disparues. Et grâce à des artistes comme Guy Etienne, Goulven Pénaud, Ronan Nuon, Pierre Denez, Yuen Ollière, Frances Vallée, Ropar Zemon, Jean-François Algonidec, Troude, Miline, Kervarker, etc., 19e et 20e siècle, nous avons une langue bretonne futuriste. Je dis futuriste parce que elle est non pas une langue médiatique, comme le français ou l'anglais, mais une langue artistique. C'est-à-dire qu'elle ne peut servir pour le moment qu'à la création littéraire, poétique, de textes, comme moi j'utilise mes tubes de peinture, mes pinceaux ou mes ciseaux pour la sculpture, bien qu'étant devenu très malvoyant. Il me reste un dixième seulement qui m'est bien utile pour continuer à travailler de manière différente bien sûr, mais à travailler quand même, à produire, à créer. Alors vous aviez aussi un autre point commun avec Alain Delon, c'est la relation aux gitans, au monde Ah oui, manouche. nous avons un peu parlé de ça, oui. C'est-à-dire que moi j'avais bien connu les gitans des forts de Bicêtre quand j'étais gosse, puisque c'était des relations de mon père dans la casse des voitures et la ferraille. Et j'avais accès à leur camp à Villejuif, entre la commune de Villejuif et l'hôpital de Bicêtre.
Il y aurait beaucoup à raconter, évidemment. D'ailleurs, étant gosse, j'ai dessiné, j'ai même fait des peintures de leur camp et de leur roulotte, de quelques chevaux. J'ai même assisté à des grandes fêtes, la nuit, autour du feu. Et lui avait rencontré des gitans à Bourg-la-Reine et la Île-et-Rose aussi, en banlieue sud. Beaucoup étaient casseurs de voitures, comme la famille Popolier à Villejuif et à Chevilly-la-Rue. J'aimerais qu'on puisse évoquer un petit peu la question de la médiation. Le cinéma met en rapport le spectateur avec une dimension autre, invisible, avec le monde des émotions, du sentiment, la psyché. Est-ce que l'aspect médiatique de l'art ou d'un langage, puisqu'on parle du langage cinématographique, est quelque chose qui fait porteur? En ce qui concerne Alain Delon, je pense que tout a été dit à ce sujet, puisque lui était très méfiant, voire même refusait le titre de comédien. Il disait qu'il était acteur, et ça je comprends parce que mais il m'avait demandé pourquoi je ne faisais pas du cinéma, en me disant que j'avais une belle gueule. Et je disais que moi le cinéma c'était pas trop ma tasse de thé, comme on dit, puisque je ne peux jouer qu'un rôle qui est le mien. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse surtout, c'est l'authenticité et non pas la variété des personnages. Comme me disait mon ami Philippe Jouette il y a quelques jours, toi tu es un cas, comme d'autres, comme Goulven Penrod, comme lui-même d'ailleurs, Philippe Jouette. Je dis oui, effectivement, si je suis un cas, je ne peux jouer que le rôle de mon cas en évoquant des souvenirs comme je le fais en ce moment. Mais je ne me vois pas en train de jouer des rôles de personnages avec qui j'ai rien à voir. Alors l'avantage d'Alain Delon et son grand mérite, c'était son grand talent, et c'était effectivement qu'il pouvait incarner totalement le personnage qu'il était censé jouer. Et donc il ne jouait pas puisqu'il s'identifiait carrément à son personnage. Que ce soit un bandit, un voyou, ou un séducteur, ou autre. Un aventurier, ça me paraît assez clair. Le cinéma, lui, il était doué dès le départ parce qu'il a jamais suivi aucun cours de comédie, ni aucune école. Sa belle gueule lui a suffi, et avec son charisme et sa personnalité en général. Et le cinéma, il suffit de faire un gros plan sur un regard, un visage, et ne serait-ce qu'un silence ou une seule réflexion bienvenue au moment opportun qui doit être filmé, et ça peut lancer une carrière, comme c'était son cas. Parce que vous aviez aussi un ami en commun, c'est Francis Huster. Ah oui, effectivement. Oui. Mais Francis Huster, lui, il avait passé par des écoles de comédie. Comme Jean-Paul Belmondo, alors que oui, Delon, c'était l'art brut. Comme Belmondo aussi. Mais oui, Delon, c'est comme Depardieu. Depardieu, que j'ai eu le privilège de connaître, de rencontrer aussi il y a 50 ans de ça, c'était au Café La Tonnelle, la boulevard Agarquinet, qui est le Daléa maintenant. Et c'était le soir après les représentations de Coluche, Miu Miu, Patrick Devers, Romain Bouteille, au Café de la Gare, qui se trouvait dans le passage Odessa. Je me rappelle à l'époque, ils jouaient des boulons dans mon yaourt. Et à la Tonnelle, c'était le rendez-vous jusqu'à 2h du matin, parfois plus tard, en fermant la porte d'entrée, de pas mal de gens du spectacle, des jeunes à l'époque. Moi j'avais 25 ans, en 73. Voilà ce que je peux dire de plus sur Alain Delon.
En tous les cas, c'est un bel âge pour partir. 88 ans. Après une vie assez mouvementée et des amours multiples qui ont dû éprouver son psychisme et son caractère. Il a bien tenu la route et il a fait, comme on dit, une très belle carrière, puisqu'il a manifesté le désir d'être enterré dans le parc de son château, dans le Loiret, comme les anciens grands aristocrates. C'est une belle revanche sur l'histoire, puisque autrefois, les gens du spectacle, qu'on appelait les comédiens, n'avaient pas le droit d'être enterrés en terre chrétienne. C'est pour ça qu'au cimetière Montparnasse, il y a beaucoup d'anciens comédiens et de juifs, parce que les juifs et les comédiens n'avaient pas le droit d'être enterrés dans Paris, terre chrétienne. Et ici, le boulevard Égarquinet était la frontière parisienne, donc le cimetière se trouvait à l'extérieur. Voilà. Terre-Breise est le plus proche voisin du cimetière, mais c'est quand même une terre, un espace catholique romain. C'est-à-dire un espace, je dirais, pagano-chrétien, en tant que catholique traditionnel du monde celtique, que nous avons hérité de nos ancêtres bretons, dans la tradition multiséculaire. Ah, j'avais oublié que j'avais aussi rencontré, ça devait être juste après mon opération à l'hôpital Pompidou, en 2016. Rue de la Gaîté, là, il était venu au spectacle de sa fille Anouchka, qui est comédienne, une très jolie fille, qui jouait au théâtre Rive Gauche, qui a été créé par Mallet. Ce théâtre qui est en face, le plomb du Cantal, de la brasserie La Liberté. La Liberté, rue de la Gaîté, qui est mon quartier général depuis une cinquantaine d'années. À chaque fois que je reviens de voyage en Afrique, en Extrême-Orient ou en Amérique du Sud. Hein, La Liberté, rue de la Gaîté. C'est tout un programme. Voilà. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo, Laurent Terzieff. Et donc ça fait maintenant 8 ans. Alain Delon, fidèle à sa fille Anouchka, qui jouait une pièce comme Les Libres Papillons ou La Liberté des Papillons, quelque chose comme ça. Voilà. La Liberté des Papillons, c'est un peu ce qui se joue à la brasserie de la Liberté tous les jours. Avec les papillons de jour et les papillons de nuit. Eh bien, c'est avec cette belle perspective que nous vous remercions, Yann Bertillon, pour ce témoignage.